avec Thomas Lécuyer qui nous a rejoint, David Letard qui est avec nous, Mike Perez sur le plateau aussi avec nous. Mike Perez qui a envie de faire un petit plaisir à David Letard. Vous allez nous parler ce matin de Taylor Swift, mon cher Mike. Mais ne partez pas tout de suite, David. Restez avec nous, hein, d'accord ? Je suis tout oui. Ouais. Moi, demain, je parle foot. Ouais. Moi, il n'y a pas de problème. Toute proposition, bienvenue. Non, parce que Taylor Swift, elle a quand même été élue meilleure artiste mondiale de l'année 2024. Ce prix, en fait, il est calculé sur la base des performances d'un artiste en matière de streaming, de téléchargement et de formats musicaux physiques tout au long de l'année. Elle a été récompensée pour la 3e année consécutive et c'est la première artiste qui remporte ce prix 5 fois. C'est quand même une performance de choix. Objectivement, j'ai l'impression que vous êtes pas un Swiftie. On aime, on n'aime pas. Ce sont que des chiffres. Voilà. C'est pas un Swiftie, non ? Mais je vais vous en donner d'autres des chiffres. Hein. La plus écoutée sur Spotify en 2024, 26,6 milliards de streams en 2024. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Son album, qui est sorti en avril 2024, qui a remporté toutes les principales catégories, palmarès mondial des ventes d'albums, en vinyle et donc en streaming aussi. Et puis la tournée, qui a battu tous les records, 150 dates. Ça, jusque-là, on va dire, ça va, c'est déjà énorme. Et voilà. Mais surtout, elle a rapporté 2,2 milliards de dollars de recettes. C'est pas un bénéfice, hein, c'est ce qu'elle a généré comme recette. Mais voilà, c'est effectivement tous les records ont été battus là par Taylor Swift en 2024. Bon, mais cher Mike, est-ce que vous êtes capable de me citer un titre de Taylor Swift ? Celui-là. Celui qu'on entend. Non, mais je suis pas fan non plus de Taylor Swift. J'ai pas ça dans ma playlist. Non, mais allons dans le mais nous, on n'est chemin pas de Thomas. On n'est pas. Chantonnez-moi du Michael Jackson. Ici tous, mais parce que on est capable de le chantonner. Thriller, par exemple. Voilà. Il y en a plein. Par exemple, du Prince. Aussi. Du Madonna. Alors largement. Like a Virgin. Voilà. Hung Up. Like a Virgin. Voilà. Maintenant, mais très honnêtement. Faites maintenant avec Taylor Swift. Ouais, j'en avais une, c'est Shake It Off. Non, mais là ça bloque, ça bloque. Et je comprends que ça bloque parce qu'on ne retient peu, voire pas, de chansons de Taylor Swift. Pas nous. Et pour moi, c'est pas notre génération. Toi, parce que toi, tu l'aimes bien Taylor Swift. Non, moi je l'aime pas plus que tant. C'est un hold-up musical, je trouve. C'est un hold-up musical. Bon, avec tout ça, elle est à l'abri du besoin. Hein. Oui, en fait, le truc, c'est que Taylor Swift, elle est milliardaire. Avec les chiffres que je viens de vous donner, il y a de quoi. Mais c'est trop tard. C'est le magazine Forbes qui. On est trop vieux. Ouais, c'est le magazine Forbes qui a publié son classement. 1,1 milliard de dollars, c'est son patrimoine. Elle devient la première artiste, hommes et femmes confondus, à en fait franchir cette barre du milliard uniquement avec des revenus qui sont liés à la chanson. Il y a eu d'autres artistes par le passé qui ont été milliardaires, notamment Rihanna par exemple. Mais voilà, il y avait des investissements, il y avait de l'immobilier, il y avait des revenus indirects, on va dire, et parallèles. Nous, la musique, c'est la première à franchir cette barre de 1 milliard. Faut dire que là, elle produit, elle écrit, elle compose ses chansons, donc elle fait tout elle-même. Donc forcément, tout tombe dans son escarcelle à elle. Blague à part, c'est une bosseuse, ça c'est sûr. C'est vraiment une bosseuse. Elle travaille énormément et elle mérite ce qu'elle a. Je parle juste au niveau de la qualité musicale, qui à mon sens, on ne retient pas souvent des titres de Taylor Swift, mais plus des fois d'autres stars qui ont été aussi numéro 1, qui ont également vendu des millions de titres. Et je trouve, je vais peut-être un peu fort que le hold-up musical, mais allons-y gaiement. Oui, c'est un hold-up musical. Et peut-être elle ne sera jamais même en collector sur M, le mec. Voilà. Et donc, on a compris. Peut-être qu'on n'en parlera plus. Vous me l'avez énervé là, quand même. Je savais que de toute façon, il ne parlerait pas de Taylor Swift, qu'il ne donnerait pas cette news. C'est pour ça que moi, je vous en parle. Merci, Mike Perez. Allez, c'est l'heure du collector, 7h45. Le média. Collector. Bon, là, je suis déçu parce qu'on m'avait parlé de Corinne Charby, boule de flipper, 1987, je l'ai annoncé, et puis en fait, c'est pas du tout ça. Vrai ? Non, alors peut-être que je me suis planté, c'est demain, Corinne Charby. C'était du teasing, en fait. Ouais. Non, alors là, on part cette fois-ci en 1988, le 22 août, 45 tours, sorti par le groupe Inner City, Big Fun, extrait de leur premier album, Paradise. Vous l'avez encore en tête, ce titre ? Oui, bien sûr. Là aussi avec le... Tellement bon, je
justement. Là, on s'en souvient, oui. Ça, on s'en souvient, oui. La chanson a atteint la 4e place du hit parade suisse et la 48e place du top 50. J'ai perdu mes fiches. Le clip, on se souvient, il montre la chanteuse, justement, qui danse avec ses acolytes. Il y a des t-shirts acides. Vous vous souvenez? Acide, oui, bien sûr. Il y a les smileys avec, avant l'heure. bien sûr. On avait connu ces petits smileys emoji avant l'heure, acides, qu'on a connu justement. C'était la mode, justement, en 1988, et qui a pris tout le monde par surprise. Il y a du fluo, il y a de la joie, il y a du beat. Il y a Inner City, une voix accrocheuse, celle de Paris Gray, et une accroche de synthé avec la production signée Kevin Soderson sur les débuts de la techno à Détroit. En fait, il est un des pionniers et initiateurs de la techno, ce monsieur. Le titre, selon les spécialistes du genre, est considéré comme l'un des meilleurs morceaux dance de tous les temps. La chaîne de télévision britannique BBC l'a inclus dans son classement d'un des meilleurs 30 titres qui a façonné la musique dance. Inner City et son titre Big Fun, c'est le connector culte des années 80. On l'écoute et on le regarde. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Cinémascope. Les news. Cinémascope et news avec Thomas Lécuyer qui nous parle tout d'abord de ce premier film. Oui, alors je vais vous parler de Taylor Swift. Non. Je commence par le gros blockbuster de science-fiction de la semaine, blockbuster de haute volée signé Bong Joon-ho, le réalisateur multi-récompensé de l'extraordinaire Parasite, un palme d'or à Cannes en 2019. Il revient avec Mickey 17, un grand coup toujours dans son style inimitable qui mélange les genres, thriller, comédie, science-fiction, burlesque, film de monstre, un très gros morceau de science-fiction. Donc messieurs, imaginez un peu, c'est l'histoire de Mickey, un employé jetable, mais alors littéralement jetable, puisque sur sa station spatiale et sur la planète qu'il va explorer en compagnie d'autres colons, il est envoyé à chaque fois pour une mission sans aucune chance de survie. Donc à chaque fois, il meurt. Et à chaque fois, on en fabrique un nouveau. On fabrique un nouveau Mickey. On va donc rencontrer le 17e Mickey, joué par Robert Pattinson. Et aussi le 18e Robert Pattinson est assez incroyable dans ce double rôle. C'est totalement barré, totalement hallucinant. De la grosse science-fiction à découvrir sur le plus grand écran possible. Mickey 17. Mickey 17. Est-ce qu'il rencontre Minnie Donald. 17 Ou Donald, oui. Ou Donald. Non, c'est pas le cas, ça n'a rien à voir. Le film, je ne spoiler. Ça sort aujourd'hui dans les salles obscures. La Convocation, c'est un autre film. Oui, on redescend sur Terre, on retourne à l'école avec ce thriller scolaire et totalement glaçant, La Convocation. Un incident se passe à l'école entre deux élèves qui ont 6-7 ans, le jeune Armand et le jeune John. Les parents sont convoqués par la direction. Tout le monde a du mal à expliquer ce qui s'est réellement passé. Les récits des enfants s'opposent, les points de vue s'affrontent jusqu'à faire trembler les certitudes des adultes. Qui dit la vérité? Qui ment? Qui est la victime, qui est l'agresseur, qui est coupable, qui est innocent. La frontière entre le bien et le mal a jamais été aussi ténue. C'est hyper flippant, c'est très anxiogène. On voit ces parents qui se confrontent, la direction de l'école qui essaye de gérer comme elle peut. C'est vraiment un film glaçant, récompensé par la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes, dans la sélection Un certain regard. Ça fait froid dans le dos et ça rappelle aux parents que nous sommes tous les enjeux qu'il y a autour des enfants à l'école. C'est vraiment glaçant. Un film qui en a vraiment envie de voir. Ouais, vous avez bien planté l'ambiance là. Non, mais il faut. Voilà. Moi, ça me donne envie de faire un tour à vélo. Oui, voilà, on refait redescendre la pression. Non, c'est vraiment un film qui met. Thomas, parlez-nous des barbes à papa. C'est vraiment un film qui met un coup de pression. S'il vous plaît. Allez, on part à vélo avec le film À bicyclette et deux gars bien sympas qui jouent leur propre rôle, Philippe Rebaud et Mathias Mécluse. Donc, ils nous emmènent de l'Atlantique à la mer Noire, ces deux comédiens qui jouent leur propre rôle pour un road trip à vélo, un road trip à pédale qui prend son temps. En fait, ils partent sur les traces de Yuri, le fils du comédien Philippe Rebaud qui a disparu tragiquement, et ils refont ce voyage en son hommage. C'est à mi-chemin entre le documentaire et le road movie. C'est très très drôle, c'est plein d'émotions. C'est vraiment un très joli film à découvrir. À bicyclette. À bicyclette. Voilà.
Mais on va finir par mon coup de cœur cinéma. Et Allez, voilà, je vous le secret de Khéops. Ouais. Imaginez un peu Fabrice Lucchini dans la peau d'un Indiana Jones français, donc c'est-à-dire moins bagarreur, mais plus bavard. Est-ce que vous y croyez? Alors, Bavard, oui. Est-ce que vous y croyez à Lucchini en Indiana Jones? Eh bien, sur le papier, l'idée peut être curieuse. À l'écran, la réussite est franche avec Le secret de Khéops, une réjouissante comédie d'aventure familiale très très bien troussée. On se retrouve avec une famille atypique dont le grand-père, cet archéologue farfelu joué par Fabrice Lucchini, rêve de découvrir le plus grand trésor de l'Égypte ancienne. Il part à la recherche de cet immense trésor avec autour de lui une belle brochette d'acteurs. Alors imaginez Fabrice Lucchini au fond des catacombes en train de chanter Johnny Hallyday à fond les ballons, parce qu'il adore chanter Johnny Hallyday. C'est juste délicieux. Il est très très drôle dans ce film. Il en fait des caisses, mais c'est ça qu'on aime chez Lucchini. La comédie familiale est très réussie. C'est une bonne idée de sortie en famille. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. Tous ces films à retrouver évidemment dès aujourd'hui dans vos salles de cinéma. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Merci Thomas. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Où tu veux, comme tu veux.